Le GIGN est plein de rituels et je trouve que ça forme, ça crée de la cohésion, ça donne du sens. On est prêt à risquer sa vie pour sauver celle des autres. Bien évidemment, on s'engage pour la vie des autres. Ghislain Réty, merci de nous accueillir ici. On est vraiment au centre opérationnel du GIGN. Vous êtes le commandant de ce service d'excellence, si je puis dire. D'abord, un mot sur votre parcours. On sent, quand on regarde votre CV, que l'envie d'être au GIGN était extrêmement pressante. C'est vrai que c'est un choix d'adolescent. C'était un rêve de gosse, comme je dis régulièrement. De choix en choix, ça m'a amené à rejoindre le GIGN en 1995, au prix parfois de sacrifices et d'orientation où certains m'ont déconseillé de prendre cette voie, mais je l'ai quand même prise. J'étais persuadé que c'était ce que je voulais faire. Mais pourquoi déconseiller ? On savait que le nombre d'élus était assez faible et que j'avais des perspectives. Vous avez cité Polytechnique, j'étais pris aussi en sport-études. Voilà. Donc différents chemins qui auraient pu m'amener à d'autres endroits où à court terme c'était certainement beaucoup mieux, mais je savais qu'à moyen terme, c'est vraiment ce que je voulais, c'était rentrer au GIGN. 2024, vous fêtez les 50 ans du GIGN, créé après les attentats de Munich en 1972. 50 ans après, vous retournez aux Jeux Olympiques 2024 avec une émotion particulière pour le GIGN. Oui, il y a une sorte de clin d'œil à l'histoire. Ça a été un énorme événement pour nous, puisqu'on a engagé jusqu'à 500 militaires du GIGN simultanément sur cette notamment cérémonie d'ouverture où on était clairement attendu, où la France et les services de sécurité étaient très attendus. Les missions, alors sécurisation, j'imagine, anticipation, c'était quoi exactement ? Sur les Jeux Olympiques, c'était principalement des réserves d'intervention, sachant que les Jeux avaient lieu partout en France, y compris outre-mer, on l'oublie, mais il y avait aussi des épreuves en Polynésie. Il y avait des camps de base un peu partout, pas que sur les sites, donc c'était vraiment toute la France qui était concernée. C'était aussi des dispositifs de protection notamment des équipes les plus sensibles. On pense notamment à des athlètes israéliens, des athlètes ukrainiens. Un travail aussi de concert avec les autres forces de sécurité et notamment les autres unités d'intervention. Je pense notamment au RAID et à la BIRIPP où on a vraiment fait une maquette commune qui n'était pas forcément attendue, mais je pense qu'on était au rendez-vous aussi sur cette coopération interservices. Il y a une devise ici, s'engager pour la vie, donc c'est lourd de conséquences parce que s'engager pour la vie veut dire aussi l'inverse, c'est-à-dire donner sa vie pour sauver l'autre. Il y a plusieurs sens dans cette devise. On est prêt à risquer sa vie pour sauver celle des autres. Bien évidemment, on s'engage pour la vie des autres. Et puis aussi un petit clin d'œil au fait qu'une fois qu'on est rentré au GIGN, il y a une forme d'appartenance à cette unité. Une famille en fait. Une famille, oui. Et cette famille nous appartient pour la vie, c'est-à-dire qu'on s'engage au GIGN un petit peu pour la vie, même quand on a quitté le GIGN. On est toujours un petit peu au GIGN. On est vraiment dans un service d'excellence à la française. Quelle typologie d'hommes vous avez ? Qu'est-ce qu'on va chercher ? Qu'est-ce que plus lui que l'autre, par exemple ? Bien sûr, il y a des critères physiques pour être opérationnel, mais ça, on va dire que c'est la face un peu émergée de l'iceberg. Moi, ce que je vais rechercher, ce sont les soft skills. C'est la capacité à travailler en équipe, la capacité de se dépasser, la détermination, l'intelligence de situation, la stabilité émotionnelle. C'est tout ça un petit peu qu'on va rechercher. On a environ un peu plus de 300 candidats pour servir dans les forces opérationnelles. Et au final, on a une quinzaine d'élus, donc on est sur un ratio quand même de 1 pour 20, ce qui nous permet d'avoir un gros taux de sélection, sachant qu'il y a déjà des sélections pour rentrer en gendarmerie et qu'il y a déjà des premières sélections aussi sur le dossier. On ne cherche pas de héros en fait, on ne cherche pas de coups d'éclat. Bien au contraire, c'est peut-être même ce qu'on va éviter. On a des profils assez forts, avec des personnalités bien trempées. On va chercher vraiment ce sens du collectif, vraiment on va travailler pour la mission et on va travailler pour les autres. C'est ça qu'on va chercher. La personne qui viendrait pour elle, elle se trompe de métier. 12 mois de formation, une fois que vous avez été breveté, il y a ce qu'on appelle, c'est important de le rappeler, ce tir de confiance. C'est un moment clé de la vie d'un homme du GIGN. Oui, c'est aussi un moment emblématique. C'est un rituel qui se fait devant tous ses pairs. Tous les membres du GIGN opérationnels sont présents, donc ça met en plus une petite pression. On porte un gilet pare-balles, on met un petit plateau d'argile et à 15 mètres, à tour de rôle, chacun va passer comme porteur du gilet. Donc c'est confiance en celui qui va tirer. Celui qui va tirer sur un de ses camarades. Donc c'est confiance en lui, c'est confiance en l'armement. Et c'est aussi une forme de confiance dans l'ensemble du groupe, puisque ça se fait devant tous ses pairs. On vous remet aussi une arme de poing, un fusil, aussi pour dire l'importance de ne pas faire n'importe quoi aussi. Oui, c'est aussi une
forme de rituel. Le GIGN est plein de rituels et je trouve que ça forme, ça crée de la cohésion, ça donne du sens. Les 2 armes que vous avez citées sont transmises, c'est surtout pour dire on vous confie le pouvoir de vie et de mort, faites-en bon usage et la philosophie d'action du GIGN, c'est quand même de repousser cet usage des armes. On a régulièrement des missions où on interpelle l'adversaire, que ce soit dans le domaine judiciaire ou même des individus qui sont retranchés. On va repousser cet usage des armes et c'est aussi toute la symbolique qui est expliquée derrière cette remise des armes, c'est presque pour ne pas s'en servir. Donc on va beaucoup s'entraîner avec pour essayer de ne pas s'en servir en mission. Avec des séances d'entraînement qui sont très 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 proches du réel. On va pousser au maximum. Pour autant, on essaye aujourd'hui quand même de se préserver en entraînement. On ne prendra pas de risques inconsidérés. Donc il y a quand même toutes les mesures de sécurité et de sûreté qui sont mises en œuvre pour assurer la sécurité, mais on essaye de se rapprocher le plus possible effectivement. Les expertises du GIGN ont évolué parce que la société, les crises fait que ça évolue et puis vous avez un peu élargi le spectre de vos métiers. Effectivement, il y a eu des restructurations majeures, je pense notamment à celle de 2007, où le GIGN a élargi son spectre missionnel en fusionnant avec d'autres unités. Et du coup, le métier historique qui est l'intervention au sens très large du terme, c'est des interpellations de trafiquants d'armes, de trafiquants de sup. Bien évidemment, on pense aux prises d'otages et aux individus retranchés. Mais c'est aussi le métier de la protection. Donc ça va de la protection du président de la République, mais principalement la protection des ambassadeurs les plus menacés actuellement dans une dizaine de pays. On est présent en Irak, en Libye, Haïti, Pakistan, au Tchad, etc. Et on a aussi le métier de l'acquisition du renseignement, qui est un métier un peu moins connu. C'est tout ce qui est principalement dans le domaine judiciaire. On aide les enquêteurs, on les appuie par des filatures pour agrémenter un peu leur dossier, par des poses de caméras, par des poses de balises, par des poses de micros, toujours dans la criminalité organisée, en tout cas dans le très haut du spectre, où il y a une complexité, où il y a une technicité. Les grandes opérations du GIGN, on en a plein. La libération des otages de l'Oyada, qui était à Djibouti, c'était en 1976. D'ailleurs, c'est la première fois sur cette opération qu'on parle du tir simultané. C'est la première, voire la dernière. À ma connaissance, il n'y a aucune unité dans le monde qui a reproduit cette situation. C'était vraiment novateur pour l'époque, mais même encore aujourd'hui, peu d'unités maîtrisent ce savoir-faire. Donc je rappelle que c'est neutraliser autant de preneurs d'otages avec autant de tireurs, avec un tir qui permet de n'entendre qu'une seule détonation. Donc on le fait régulièrement à l'entraînement, ça nous permet aussi de tester les armes, de tester la coordination, mais on ne l'a pas renouvelé encore en mission, fort heureusement. Tout le monde au GIGN est capable de faire ça, ou alors ce sont des personnalités particulières? Tous les opérationnels du GIGN de Versailles-Satory. Aujourd'hui, le GIGN a aussi 14 antennes. C'est un exercice qui est extrêmement complexe, qui demande des entraînements très réguliers. Donc, c'est principalement dédié pour ceux qui pratiquent le métier de l'intervention. C'est eux qui s'entraînent régulièrement sur ce savoir-faire. Au final, ça représente un peu moins d'une centaine de militaires qui l'entretiennent ce savoir-faire régulièrement. On vous reconnaît aussi sur les détournements d'avions. Forcément, on se souvient de Marignane. C'est un exercice, si je puis dire, particulier aussi. Le GIGN a traité une dizaine de détournements d'avions depuis sa création. C'est ce qu'il y a de plus complexe, parce qu'en fait, c'est un tube qui est fermé sur un tarmac. Il faut accéder à l'avion, il faut ouvrir l'avion. On n'aura pas toujours la chance, comme en 1994, que l'avion, les portes puissent s'ouvrir plus ou moins bien. Et ensuite, c'est extrêmement étroit, avec des passagers qui sont un petit peu les uns sur les autres, avec des issues de secours qui sont très resserrées. Et paniqués surtout. Et paniqués, bien évidemment. Ça demande une grande maîtrise du feu, ça demande des grands savoir-faire techniques, du matériel spécifique. Donc c'est un petit peu ce qu'il y a de plus complexe aujourd'hui dans la libération d'otages. On se souvient aussi forcément de 2015, les frères Kouachi, où là on est encore dans un exercice différent. Ça c'est la menace qui aujourd'hui pèse encore. Et peut-être la plus importante. C'est celle sur laquelle on se prépare, mais au quotidien, c'est pas celle, heureusement, qu'on a à affronter. On est plus aujourd'hui sur la délinquance judiciaire. Le GIGN fait quand même 3500 missions par an, donc presque une dizaine par jour. Mais c'est la menace ultime, avec des individus extrêmement déterminés, qui ont déjà prouvé qu'ils pouvaient tuer 200 fois d'autres personnes, dans un contexte terroriste, dans un contexte donc médiatique, politique, donc avec une très forte pression et des très gros enjeux. Tout le monde, je pense, a entendu parler de cette traque des frères Kouachi et de leur neutralisation in fine. Alors on parle beaucoup de technologie, forcément, vous avez un service R&D. Il y a énormément de matériel, de matériaux, de technologies aujourd'hui à la disposition du GIGN. Entre le moment où vous découvrez quelque chose, vous le testez et vous le mettez en place, ça dépend, j'imagine, du produit que vous utilisez, mais combien de temps ça met? De quelques jours à quelques années. On a actuellement donc une cellule innovation qui suit une centaine de projets innovants. Avec des startups extérieures? C'est des startups, c'est des grandes entreprises. Soit c'est suite à des retours d'expérience où on s'est aperçu qu'il y avait un gap capacitaire, il nous manquait une capacité. Dans ce cas, on va prospecter, on va faire du benchmarking pour voir si elle existe. Si elle n'existe pas, on va la développer par nous-mêmes. Ici, on a une grosse capacité aussi de développer des prototypes. Et comme ça, on a une centaine de projets, parfois déstructurants. C'est comme ça qu'on a inventé la fameuse nacelle qui aujourd'hui est reprise par
tous les services de renseignement, des techniques d'ouverture qui aujourd'hui sont reprises aussi par pas mal d'unités. Et après, on fait énormément de veille technologique. J'ai une véritable division technologique. Chacun son domaine va faire une veille. C'est comme ça qu'on arrive à capter très rapidement des technologies innovantes. Et les entreprises aujourd'hui connaissent notre capacité de réactivité, connaissent à peu près nos besoins. Et en général, c'est souvent les entreprises qui viennent nous démarcher pour dire on a tel produit, est-ce qu'on pourrait le tester? Et en général, on donne bien volontiers parce qu'on va être les grands gagnants de cette recherche. Alors, c'est deux types d'équipements, hein. C'est la protection d'abord des membres du GIGN aussi, mais c'est aussi les drones, enfin des moyens en tout cas de progresser plus facilement sur des terrains de guerre par exemple. C'est multidirectionnel, c'est-à-dire que tout le monde peut innover, chaque cellule, et il y a beaucoup de cellules. Ça peut être dans le domaine des drones, mais aussi de la lutte anti-drone. Ça peut être dans le domaine d'interpellation, ça peut être dans le domaine des véhicules. Voilà. Le spectre est très large. Il couvre en fait toutes les missions du GIGN et toutes leurs capacités dont on a besoin en corollaire. Merci Général de nous avoir accueillis ici chez vous. Merci à vous.